Bonjour tout le monde et bienvenue sur Prof 4.0 STMG. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais super concret, le dommage réparable. L'idée ici, ce n'est pas d'empiler des définitions pour le plaisir de les oublier le lendemain, non. L'objectif, c'est de comprendre la vraie mécanique de tout ça. Concrètement, comment la justice fait-elle pour indemniser une victime? Allez, on décrypte ça ensemble? Pour bien piger le truc, rien ne vaut un bon exemple du quotidien. On va prendre l'histoire de Jules. Bon, Jules n'a pas eu de chance aujourd'hui, il vient de se faire renverser par une voiture. Et le bilan, eh bien, il est lourd. Il se retrouve avec un traumatisme crânien, 8 jours d'arrêt de travail, une grosse cicatrice sur le front qui ne partira jamais, et en prime, sa montre toute neuve, un cadeau de ses parents, est complètement pulvérisée. Face à tout ça, que prévoit le droit pour lui? Alors là, attention, alerte rouge, c'est le piège classique au bac. Beaucoup d'élèves confondent totalement les mots dommage et préjudice. C'est normal, dans la vie de tous les jours, on utilise les deux pour dire exactement la même chose. Mais en droit, pas du tout. Le dommage, c'est le fait brut, c'est l'accident lui-même, le choc matériel. Le préjudice, en revanche, c'est le droit qui entre en scène. C'est quand le juge reconnaît officiellement que ce dommage précis mérite une réparation financière. Pour s'y retrouver dans toutes les galères de notre ami Jules, on va séparer ces pertes en deux grandes catégories. D'un côté, le dommage patrimonial. Ça, c'est tout ce qui touche au portefeuille, ce qui s'évalue directement en euros, comme sa montre ou son salaire perdu. De l'autre côté, le dommage extra-patrimonial. Là, ce sont les pertes qui n'ont aucune valeur sur le marché. C'est impossible de mettre une étiquette de prix objective sur sa douleur ressentie ou sur sa cicatrice. Si on creuse un peu la partie patrimoniale, on trouve d'abord le dommage matériel. C'est assez intuitif. C'est une attaque directe contre vos biens ou vos finances. Pour Jules, la montre écrasée, c'est ce qu'on appelle une perte sèche, un appauvrissement immédiat. Les 8 jours où il n'a pas pu travailler, c'est ce qu'on qualifiait de manque à gagner. Dans les deux cas, le compte en banque en prend un coup direct. On passe à l'autre côté, le dommage moral. Là, on parle des blessures invisibles, des blessures de l'esprit. Le choc psychologique de l'accident, les angoisses nocturnes, la souffrance physique insupportable, un traumatisme crânien, tout ça, c'est du dommage moral. Et croyez-moi, même si ça ne se lit pas sur un relevé de compte, le droit prend ça très au sérieux. Et c'est précisément ici que le raisonnement devient intéressant. Le dommage corporel, c'est l'atteinte physique, le corps en lui-même qui est blessé. Mais attention, ce dommage corporel, il agit un peu comme une bombe à retardement. Il crée des conséquences partout. La blessure de Jules engendre des frais médicaux, ça c'est purement patrimonial. Mais cette même blessure lui laisse une cicatrice permanente, un vrai préjudice esthétique, et ça, c'est extra-patrimonial. Le corporel rayonne donc sur les deux tableaux. Bon, c'est bien beau tout ça, Jules a des dommages, mais l'argent ne va pas tomber du ciel automatiquement. Pour que le juge tape du poing sur la table et valide l'indemnisation, il faut que la demande passe au travers d'un filtre juridique ultra strict. Un filtre à 5 conditions. Le dommage doit être personnel, direct, actuel, certain et légitime. Si l'on manque une seule, fin de l'histoire, le juge refuse tout. Voyons ça de plus près. Première étape de ce filtre, les caractères personnels et directs. La logique est implacable. Est-ce que c'est bien Jules lui-même qui souffre dans sa chair? Oui, donc c'est personnel. Et est-ce que sa blessure découle directement du pare-choc de la voiture, sans intermédiaire? Oui, c'est bien le choc qui a causé ça, donc c'est direct. Là-dessus, aucun problème, les deux premiers feux sont au vert. Ensuite, on vérifie les caractères actuels et certains. En clair, le juge ne gère pas la science-fiction, les peurs ou les « et si jamais ». Il faut que le dommage soit bien réel le jour où la décision est rendue. L'arrêt de travail de Jules a bien été acté, sa cicatrice est bien visible sur son front. Ce n'est pas du tout hypothétique, c'est 100% certain et actuel. Le dossier tient très bien la route. Enfin, la dernière condition, et pas des moindres, l'intérêt légitime. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, il ne faut pas se plaindre de la perte d'une situation illégale. Imaginez si Jules s'était fait renverser alors qu'il fuyait en courant après avoir braqué une banque. Sa demande d'indemnisation serait rejetée directe. Mais là, il traversait juste tranquillement la rue. Sa demande est donc tout à fait légitime. Le filtre est franchi avec succès. Parfait. Le droit reconnaît maintenant officiellement que Jules est une victime avec un préjudice validé. Mais on arrive à la vraie question, celle du terrain. Qui va payer l'addition? Comment ça se passe en pratique pour que l'argent arrive? Avant de désigner un payeur, il faut savoir comment on répare la casse. La solution de rêve du droit, c'est la réparation en nature. On répare l'objet cassé, on reconstruit un mur à l'identique, retour à la case départ. Sauf que pour Jules, on ne peut pas magiquement effacer son traumatisme crânien ou faire disparaître sa cicatrice. C'est impossible. Alors on bascule sur la deuxième méthode, de loin la plus courante, la réparation par équivalent. On compense cet irréparable en versant une somme d'argent, ce qu'on appelle tout simplement les dommages d'intérêt. Alors, qui va signer ce chèque de dommages-intérêts? Le droit a 3 mécanismes en réserve. D'abord, l'auteur de l'accident lui-même, sur ses économies personnelles, s'il a commis une faute volontaire grave.
Ensuite, son assurance. Et ça, c'est le grand principe de mutualisation à retenir absolument. On cotise tous pour pouvoir payer en cas d'accident de l'un d'entre nous. Et enfin, le fonds de garantie. Là, on parle de socialisation du risque. C'est le filet de sécurité ultime quand le chauffard s'est enfui, qu'il reste inconnu et qu'on refuse de laisser la victime sans rien. Pour notre ami Jules, comment ça se termine cette histoire? Eh bien, dans l'urgence, en tant qu'assuré social, c'est l'assurance maladie qui a géré les frais d'hôpital de base. Mais coup de théâtre! Un témoin dans la rue a eu le temps de photographier la plaque de la voiture en fuite. La gendarmerie a donc identifié l'auteur. Résultat des courses, c'est l'assurance responsabilité civile de ce fameux conducteur qui va devoir sortir le chéquier pour tout le reste, de la montre en miettes jusqu'à l'indemnisation de la fameuse cicatrice. Toute cette résolution, elle nous montre parfaitement le but ultime de la responsabilité civile. Gardez bien cette logique en tête. L'objectif suprême, c'est de replacer la victime dans la situation exacte où elle se serait trouvée si l'accident ne s'était jamais produit. Le droit essaie de gommer l'événement grâce à une compensation financière. Mais on va se quitter sur cette réflexion. Est-ce qu'un chèque, même avec beaucoup de zéros, permet vraiment d'effacer la douleur d'un traumatisme ou une cicatrice indélébile? C'est toute la limite et la complexité de notre système juridique. Voilà, merci d'avoir suivi cette explication sur Prof 4.0 STMG et à très vite pour décrypter une nouvelle notion.